Et puis on a eu des chiffres, on va avoir les chiffres des constructeurs américains également, on va en parler avec Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour. Président de Mescart Financial Services, chaque après-midi avec nous en duplex depuis New York. Les ventes de Fiat Chrysler notamment sont tombées, je crois. Elles sont plutôt bonnes là aussi sur le mois de septembre, Grégory. On aura l'ensemble des constructeurs américains aujourd'hui. Oui, elles sont même très bonnes puisque c'est une hausse de 13% par rapport au mois dernier. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire surtout, c'est que ces ventes sont vraiment emmenées par le secteur des 4x4 puisque les ventes de Jeep sont en hausse de 40%. Alors pourquoi? C'est vraiment facile de le comprendre. Les Américains n'ont plus du tout peur maintenant du coût de l'essence à la pompe et se rabattent sur les voitures les plus grosses. Jeep en fait partie. Donc plus de 40%. Il faut aussi noter que c'est là-dessus que les constructeurs, en tout cas américains, ont les plus grosses marges. Donc c'est des nouvelles vraiment positives. Bon, et puis alors un mot de l'affaire Volkswagen. Là, je crois le secrétaire à l'énergie qui s'est exprimé chez vous, Grégory, et qui indique que Volkswagen là fait face à de potentielles très très lourdes amendes. Ça rigole pas. C'est le moins qu'on puisse dire, ça rigole pas du tout, parce que vous avez Volkswagen qui va être attaqué par sur plusieurs fronts, hein, que ce soit au niveau des consommateurs, des conducteurs qui maintenant vont voir leur voiture ou bien rappelée ou en tout cas perdre beaucoup de leur valeur à la revente. Vous avez le problème des émissions polluantes, et c'était intéressant si vous regardez l'État où il y a le plus de diesel aux États-Unis, c'est la Californie. Et c'est là qu'il y a le plus haut niveau de pollution, notamment ce qu'on appelle les particules fines. Donc on essaye, ou on est en train de prouver vraiment une relation entre le diesel, les particules fines et la pollution atmosphérique. Bon, le titre Volkswagen là qui décroche de 2% aujourd'hui à Francfort, hein, contre la tendance du secteur automobile qui arrive plutôt à se maintenir. On voit Renault qui gagne près de 3% à la Bourse de Paris. Merci Grégory, on vous retrouvera après l'ouverture, hein, ouverture attendue en légère hausse. On a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage qui progressent la semaine dernière à 277 000, et puis on attend l'enquête manufacturière, hein, l'ISM, qui tombera à 16 h tout à l'heure. Cotation à New York. Et on reprend la direction de New York. On va retrouver Grégory Volokin sur place, le président de Mescart Financial Services. Grégory, voilà, on voit que la hausse ne tient pas. Hein. Après un quart d'heure de séance, on est en train de basculer dans le rouge à New York. Hein. Les marchés restent très fébriles, alors qu'on vient d'avoir l'indice PMI Market pour le secteur manufacturier, là qui sort en deuxième lecture, bien à peu près au même niveau que celui du mois d'août. On est à 53 et on est à 53,1 en septembre. On aura un autre chiffre dans un quart d'heure qui sera l'indicateur ISM. Bref, l'ambiance reste un peu morose. Oui, vous parlez d'indicateurs économiques. Alors, est-ce que ça joue encore un rôle pour, je dirais pas pour les investisseurs, mais je dirais pour les marchés? J'ai de la peine à y croire, parce que si vous regardez ce matin les ventes de voitures aux États-Unis, exemple de Ford, c'est les meilleures ventes sur plus de 10 ans. General Motors aussi, Chrysler aussi. Vous regardez les chiffres de l'emploi hebdomadaire, ils sont bons. Donc je crois qu'une fois de plus, on a la preuve là aux États-Unis que les marchés sont totalement décorrélés de la réalité économique d'un pays où les choses vont de mieux en mieux, et ils sont en proie, disons, à je dirais pas des manipulations, c'est pas du tout la question, mais ils sont en proie à des mouvements de participants dans le marché qui ne cherchent qu'une seule chose, c'est à profiter de la volatilité. Pourquoi? C'est parce que si vous regardez maintenant certains hedge funds sur les derniers mois, les résultats sont catastrophiques. Vous regardez par exemple le hedge fund de Einhorn, un des plus gros aux États-Unis, il est en baisse de 18% cette année. Vous avez des fonds qui perdaient 4 à 5% au mois de septembre, alors qu'ils sont censés être ce qu'on appelle neutres. Donc il doit y avoir des rédemptions quelque part, et je dirais ces mouvements de marché, autant à la hausse comme hier qu'à la baisse comme aujourd'hui, je dirais ils sont surtout techniques. Bon, baisse effectivement des indices américains. On a eu les inscriptions hebdomadaires au chômage. On le disait, les enquêtes market. Bon, est-ce que tout ça va dans le bon sens pour la Réserve fédérale américaine, notamment, Grégory? Ben oui, ça va absolument dans le bon sens, mais c'est quoi le bon sens maintenant? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et je crois que il faut pas oublier, je le répète tout le temps, qu'il y a 3 semaines, quand on parlait de la hausse des taux, tout le monde criait au loup en disant oh mon Dieu, ça va être un désastre pour les marchés. Résultat, on n'a pas eu de hausse de taux aux États-Unis, et tout le monde dit c'est un désastre pour les marchés. Donc je pense que tout le monde dit n'importe quoi. La grande question, c'est quoi? Est-ce que durant le trimestre qui vient, on va avoir ces publications
de résultats des compagnies américaines, est-ce que ce qui est annoncé, donc une baisse des revenus, une baisse des profits, va être vraiment frappant? Alors de nouveau, la réponse, elle est à deux niveaux. Si vous regardez le chiffre final, il risque d'être pas très bon, mais comme on sait que l'énergie va offrir des résultats en baisse de 60%, or le secteur de l'énergie, on aura quand même encore une hausse des résultats pour les compagnies américaines de plus de 4%. Est-ce que ça va satisfaire les investisseurs? Bah écoutez, c'est ça qui va, je pense, faire la distinction entre un rallye de fin d'année, qui est toujours possible, ou bien alors retoucher les plus bas du mois d'août. Ouais. Bon, et puis il faut dire un mot de la séquence politique aussi, Grégory, hein, parce qu'on a reparlé d'un risque de shutdown. Donc on se souvient régulièrement, il y a le risque de voir le gouvernement fermer les agences fédérales quand les deux parties ne se mettent pas d'accord sur le budget. Il y a le relèvement du plafond de la dette aussi. Bref, on est en train de revivre une séquence politique qu'on a déjà vécue par le passé. Alors ça s'est toujours plutôt bien terminé, je crois, Grégory. On se met toujours d'accord au pied du mur, mais voilà, ça crée à chaque fois un peu de tension quand même. Oui, alors là, la tension, en gros, est passée à très court terme, puisque le financement du gouvernement, d'une façon temporaire, a été voté hier par les deux chambres. Le président Obama a signé ce document. Donc maintenant, on est tranquille, je dirais, jusqu'au 11 décembre. Mais là, le 11 décembre, c'est non seulement le financement du gouvernement qui est en cause, mais c'est surtout le budget, et c'est surtout le fait que d'un côté, vous avez des républicains qui veulent des coupes budgétaires, et de l'autre côté, vous avez des démocrates qui veulent augmenter des dépenses pour non seulement relancer la consommation, mais aussi les infrastructures, par exemple. Et si les deux parties vont au clash, je pense que cette fin d'année risque d'être particulièrement compliquée sur le plan politique, d'autant plus que maintenant, on est très très proche d'une année électorale, et c'est le moment, je pense, pour beaucoup de représentants ou de politiciens d'avancer leurs pions et peut-être de pas tellement s'inquiéter des mouvements de marché. Bon, alors dans l'actualité des entreprises, Jack Dorsey chez Twitter, donc on pensait qu'il revenait pour prendre assurer l'intérim, on va dire, à la tête de l'entreprise. Finalement, ce sera peut-être un peu plus long que ça. Hein. Oui, alors une fois de plus, l'irrationalité des marchés. Hier, rumeur qu'il serait reconduit, l'action Twitter remontait de 5%. Aujourd'hui, on est à peu près sûr qu'il sera là, elle rebaisse de 3%. Tout ça, c'est beaucoup de bruit. Je crois la seule question importante pour Twitter, c'est comment est-ce qu'ils vont améliorer leurs produits. C'est même pas une question de revenus maintenant. Tout le monde sait que Twitter est difficile à utiliser. Tout le monde sait aussi que Twitter en ce moment connaît une sorte de très fort ralentissement au niveau de ses nouveaux utilisateurs, mais c'est vraiment parce que le produit lui-même n'a pas cette simplicité d'accès et d'utilisation d'un Facebook, d'un Snapchat, d'un Instagram et des autres. Donc ce qu'on attend de Dorsey, c'est vraiment qu'il améliore le produit, qu'il améliore Twitter avant de passer à une vitesse supérieure qui sera une amélioration des résultats. Donc je pense qu'on peut lui laisser le bénéfice du doute, puisque c'est lui quand même qui a créé la compagnie. Mais alors ce qu'on sait aussi, c'est que c'est pas un bon manager, puisqu'il s'était fait virer de Twitter, justement parce qu'il était très antagoniste avec non seulement avec le board, mais aussi avec ses collègues. Donc peut-être qu'il a un très mauvais caractère, mais il n'aura pas beaucoup de temps, je pense, et les marchés vont pas lui laisser beaucoup de temps pour qu'il donne la preuve qu'il peut améliorer fondamentalement ce que Twitter est. Bon, grosse pression donc sur les épaules de Jack Dorsey là, qui va rester, semble-t-il, quelques temps encore à la tête de Twitter. Et puis bon, dans les deals du jour, on a Teva, donc l'Israélien spécialiste des médicaments génériques là, qui signe une acquisition au Mexique. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant au Mexique là, Grégory? Ils ont trouvé une compagnie dont le nom m'échappe déjà parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais cette compagnie au Mexique, d'abord c'est une croissance importante des ventes, mais c'est surtout pour Teva une façon d'aller sur le deuxième plus gros marché des médicaments en Amérique du Sud. C'est une façon pour Teva vraiment là d'augmenter leur empreinte en dehors des États-Unis et de l'Europe où ils sont très très présents. Donc le marché saluait en tout cas au début très très bien cette opération. Mais par contre, il faut dire qu'il la paye très très cher. Je regardais les multiples d'acquisition. On en est là à plus de 10 fois le chiffre d'affaires contre une moyenne entre 6 et 7 fois le chiffre d'affaires dans les dernières acquisitions. Donc il faudra voir pendant combien de temps le marché va être positif sur cette acquisition. Ouais, elle s'appelle Rimsa, l'entreprise. Voilà, 2,3 milliards de dollars. Un dernier mot, Grégory, là, pour revenir à la Fed. On a vu beaucoup de discours là depuis la réunion du 17. Alors
Yellen s'exprimait encore hier, mais je crois qu'elle n'a pas parlé des taux. Elle avait un speech sur toute autre chose que la politique monétaire, en tout cas sur les questions d'inflation et de taux directeurs. Ils vont continuer à parler beaucoup là. Ils sont obligés de continuer à parler le plus possible pour tenter d'expliquer que le scénario de la hausse de taux reste sur la table. Ça semble être le message qu'ils veulent délivrer là. Il faut être quand même très très franc. Ils parlent puisqu'ils n'agissent pas. Ce qu'on attendrait de la Fed, c'est qu'ils agissent d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi ils n'agissent pas et pourquoi ils parlent? C'est parce que je pense, et c'est ça qui inquiète le plus les marchés, que les banquiers centraux se rendent compte de plus en plus de leur impuissance face à des phénomènes qui sont des phénomènes qui les dépassent. Le phénomène de désinflation, en gros, dont on voit même les chiffres en Europe, des phénomènes de rigidité structurelle, comme par exemple dans l'économie en France, le phénomène de l'émigration avec pratiquement 1 million d'immigrés qui vont arriver en Allemagne, tout ça, les banques centrales ne peuvent absolument rien y faire. Donc elles se sentent un peu dépassées, surtout la Fed aux États-Unis, puisqu'ils ont une politique maintenant accommodante depuis 2007-2008. Donc il reste la parole, mais je dirais pas que c'est la magie de la parole, parce qu'en fait, ces dernières déclarations, qui vont un peu toutes dans le même sens, comme vous le disiez, n'ont joué aucun rôle alors sur le comportement des marchés. Ouais, ça ne marche plus. Hein. Voilà, la force du verbe, ça a eu marché, ça a eu payé, mais là c'est un peu terminé. C'est le bout de l'histoire. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services sur BFM Business. Bientôt 16h. Le journal